bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Vous m'entendez? Alors, je disais, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir dans notre belle salle des fêtes de la ville de Belfort. Alors, je tiens tout d'abord à remercier tous les militants du territoire de Belfort, du pays Montbéliard, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir deux de mes anciens collègues de l'Assemblée nationale, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, et elle est venue accompagnée du coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Je dois vous avouer que ça me fait vraiment plaisir que nous les recevions ce soir, car ces dernières semaines, nous n'avons pas été épargnés à Belfort avec un défilé de réactionnaires de droite invités par nos élus locaux. Alors pour commencer, nous avons eu la visite du ministre de l'Intérieur, ou plutôt du sinistre de l'Intérieur, qui passe plus de temps à parler politique étrangère avec sa croisade personnelle contre le gouvernement algérien que de s'occuper des conditions de travail et des moyens mis à disposition pour nos forces de sécurité. Puis nous avons eu la visite du donneur de leçons niveau Champions League, celui pour qui l'État dépense toujours trop d'argent dans nos services publics, sauf quand il s'agit de financer des dîners à 100 000 €, soit 1 100 € par personne, rendez-vous compte, le dénommé Laurent Wauquiez. Alors ce soir, pour contrebalancer les discours des réactionnaires de la droite extrême et apporter un peu plus de hauteur de vue et sortir du triptyque immigration, islam et assistanat, des discours wokistes de Wauquiez, vous aurez compris le jeu de mots, nous allons parler de démocratie et 6ème République. Nous constatons toutes et tous notre République, notre 5ème République est à bout de souffle. L'abstention bat des records, à certaines élections, un électeur sur deux se déplace aux urnes, et quand les gens se déplacent, ils ne sont pas écoutés. Les puissants acceptent le vote du peuple uniquement quand ça les arrange. Déjà en 2005, les néolibéraux ont piétiné la souveraineté populaire. Les Français avaient voté non par référendum au projet de traité constitutionnel européen qui fut quand même adopté 3 ans plus tard contre la volonté du peuple par Nicolas Sarkozy. Et en juillet 2024, rebelote, alors que le mouvement Front populaire est arrivé en tête des élections législatives anticipées, le monarque Macron Ier n'a pas tenu compte du résultat, et comme si de rien n'était, comme si la souveraineté populaire n'était qu'un vain mot pour lui, il a préféré nommer comme Premier ministre Michel Barnier, issu des Républicains, parti arrivé en 5e place des élections. Alors bon, ce dernier n'a pas fait long feu, il n'a pas passé l'hiver, censuré par les députés du nouveau Front populaire, et je pense que Nadège et Manuel auront des choses à dire là-dessus. Et voilà que Macron Ier récidive en nommant cette fois-ci l'homme qui n'est jamais au courant de rien. Que ce soit lors des histoires de détournement de fonds des assistants parlementaires du Modem au Parlement européen, ou alors des violences psychologiques, physiques ou sexuelles envers des enfants dans l'établissement d'enseignement privé Notre-Dame de Zétaram, monsieur au courant de rien, monsieur François Bayrou. Je ne vous parlerai pas non plus du 49.3 à répétition qui exclut tout débat sur le budget, alors que notre Mozart de la finance a augmenté la dette de 1100 milliards d'euros, pardon. Et cerise sur le gâteau, l'extrême droite qui détourne 4,5 millions d'euros au Parlement européen et leurs députés qui viennent chouiner sur tous les plateaux télé, alors qu'ils ne cessent d'exiger toujours plus de fermeté envers les délinquants. Remise en cause de la justice, de l'état de droit, des associations écologiques et de tout ce qui ne va pas dans leur sens. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Fort
avec les faibles, faible avec les forts, voilà ce qui caractérise la droite et l'extrême droite. Alors ce spectacle est désespérant, et si on cherchait à dégoûter nos concitoyens de la vie politique, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est pour cela qu'à la France Insoumise, nous souhaitions changer les règles du jeu et donner de nouveaux droits aux Français en passant à une 6e République qu'il nous faudra élire avec les Français et pour les Français. Nous voulons redonner tout son sens à la démocratie et redonner le pouvoir au peuple. Des mesures telles que le référendum d'initiative citoyenne ou encore la possibilité de révoquer les élus en cours de mandat. Les nouveaux droits, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et les élections municipales qui auront lieu dans 11 mois, maintenant, seront une bonne occasion de faire des propositions qui iront dans ce sens, avec par exemple la possibilité de donner aux citoyens la possibilité de soumettre un sujet au conseil municipal si une pétition réunit au moins 5% des habitants. Accorder le droit de vote aux mineurs de plus de 16 ans et aux étrangers résidant sur le territoire communal lors de votations citoyennes. Garantir un véritable contrôle citoyen de la gestion des services publics locaux, notamment en ouvrant la commission consultative des services publics locaux à toutes les associations et aux citoyens qui le souhaitent. Et aussi, et surtout, l'exemplarité des élus, en exigeant que les élus publient tous leurs rendez-vous avec les représentants de l'intérêt privé, qu'ils refusent les cadeaux, les gratifications, les avantages en nature de toutes sortes venant d'entreprises et qu'ils signent la charte anti-corps. Et aussi, notamment à Belfort, plus de transparence lors des conseils municipaux en enregistrant les séances vidéo du conseil municipal et en y mettant un libre accès sur le site internet de la commune. Alors ça, ce sont des exemples de mesures que nous proposerons et appliquerons si les Belfortains et les Belfortaines le souhaitent afin de rétablir la confiance entre le peuple et ses représentants et afin de donner envie à nos citoyens de s'engager en politique, car la politique doit être l'affaire de toutes et tous. C'est pour cette raison que nous allons continuer notre campagne d'inscription sur les listes électorales, car encore beaucoup trop de personnes sont mal ou pas inscrites sur les listes, que nous continuerons d'aller à la rencontre des Belfortains et des Belfortaines pour se saisir des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Alors la tâche ne sera pas facile à Belfort. Le camp macroniste, Renaissance et Modem appelle déjà à faire alliance avec les Républicains pour nous faire barrage. La droite LR, qui pendant des années a critiqué les politiques de Macron, et les macronistes qui n'étaient plus ni de gauche ni de droite, se retrouveront certainement pour appliquer toujours les mêmes politiques au détriment des Belfortains, et notamment des classes moyennes et des plus précaires. Les ennemis d'hier seront les amis de demain, sans ligne politique, sans vision politique, si ce n'est toujours plus d'austérité, mais avec comme unique objectif de faire battre la gauche de rupture et écologiste, qui souhaite changer le quotidien des gens. Quant au Rassemblement national, il a déjà annoncé qu'il présentera une liste à Belfort. Or pour nous, il est temps de mettre un terme à la municipalité de droite LR et il est hors de question de laisser notre ville aux mains de l'extrême droite. Et lorsque les Belfortains se déplacent en masse aux urnes, ils votent à gauche. JLM, Jean-Luc, était en tête des présidentielles 2017 et 2022 à Belfort, et la gauche était en tête des législatives 2022 et 2024 à Belfort. Quant au bilan de la droite, au bout de 2 mandats, on l'a tous constaté, 4000 habitants en moins à Belfort, un taux de pauvreté qui a grimpé à 29%, bien au-dessus de la moyenne régionale et nationale, des promesses d'emploi qui reviennent à chaque campagne électorale mais qui n'engagent que ceux qui y croient, une politique sociale au rabais, un faux semblant de participation citoyenne, l'arrêt de construction de logements sociaux abordables au plus grand nombre pour privilégier les projets immobiliers privés hors de prix. Donc nous serons là, la France Insoumise sera présente aux élections municipales à Belfort. Et nous sommes prêts à travailler avec toutes celles et ceux qui le souhaitent sur un programme pour plus de justice sociale, démocratique et écologique. Un programme que l'on souhaite co-construire avec les Belfortains, les associations, les mouvements citoyens, les syndicats et toutes les forces vives de notre ville. Que ce soit au niveau national ou à Belfort, la France Insoumise sera présente et n'en déplaise à certains. Et afin d'entamer ce
changement, d'enclencher cette dynamique. Nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous, engagez-vous pour votre ville. Ensemble, une autre ville est possible, un autre monde est possible. Merci à vous. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de Seine-Saint-Denis, Nadège Abomogoli. Merci de nous accueillir, c'est un honneur pour moi, c'est une joie. Vous savez peut-être, mais je suis la députée à l'Assemblée nationale dans le groupe parlementaire Insoumis qui suit Belfort, qui accompagne Belfort dans tous ces combats. Et bientôt, alors manifestement ce ne sera pas à l'Assemblée qu'on se retrouvera, mais peut-être à la municipalité de Belfort, en tout cas je vous le souhaite. Ce meeting tombe bien aujourd'hui parce que c'est un anniversaire dans notre vie politique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 29 avril 69, le général de Gaulle, après avoir perdu un référendum sur le Sénat, démissionnait de la présidence de la République. Le général de Gaulle est un exemple à suivre. Le référendum ne portait pas sur sa politique, mais le général de Gaulle en tira les conséquences. Quand le peuple dit non à votre politique, quelles que soient les circonstances, il faut partir, il faut dégager, et ainsi il démissionna. Alors évidemment, aujourd'hui, en 2025, on n'est plus dans le temps de la dignité politique. Ce temps-là est révolu manifestement. Nous avons un président de la République battu par 2 fois dans les urnes et qui pourtant est toujours là. Nous avons bien failli d'ailleurs faire arriver une loi pour le sortir, mais c'est Marine Le Pen qui l'a sauvé en conférence des présidents. Nous avons un mouvement présidentiel minoritaire et qui pourtant gouverne. Nous avons une politique de destruction des services publics et de nos profits sociaux comme l'indemnisation du chômage. Une retraite à 64 qui est massivement rejetée. 93% à l'époque des citoyens étaient contre. Aujourd'hui, un récent sondage de l'IFOP nous dit que 2 tiers des Français rejettent cette politique. Et pourtant, elle est appliquée. On en vote même pour se refaire la cerise, des conclaves, un terme religieux. En fait, ça indique bien que les promesses n'engagent que ceux qui croient. Ce gouvernement n'est pas légitime et d'ailleurs, il ne faut vraiment jamais cesser de le dire. Et donc, quand nous avons la possibilité de le dire, c'est-à-dire voter la censure, il faut le faire. Petit message personnel à celles et ceux qui n'ont pas fait il y a encore quelques semaines. La Ve République, évidemment, lorsqu'elle agonise, elle entraîne des régressions de plus en plus fortes. Et donc, c'est parce que, en fait, Macron, s'il fait ça, c'est parce qu'il a légitime de le faire, pour le faire. Ce sont vraiment les outils de la Ve République. Ça fait plus de 60 ans que le peuple subit en réalité un régime quasi monarchique et Macron a poussé tout cela à son paroxysme. Il y a une distance, évidemment, qui se met en place entre le peuple et ses représentants, et seuls nous, la France insoumise, nous battons contre cela. D'ailleurs, dès 2017, nous souhaitions, c'était un mot d'ordre, une constituante pour arriver à cette 6e République. Étape après étape, et vous le voyez, ce régime autoritaire se met en place. Je prends un exemple très récent, Mathilde Panot, présidente d'un groupe parlementaire, a été poursuivie pour apologie du terrorisme. C'est vraiment un événement sans précédent, et dans tous les événements internationaux auxquels j'ai eu l'occasion de me rendre, c'est vraiment quelque chose qui a marqué au niveau international. On nous le redit systématiquement parce que pendant longtemps, la France a été d'une certaine manière un petit peu un phare pour les libertés publiques. C'est le pays de la Révolution française, c'est le pays qui se lève, d'ailleurs, comme pendant la fin des retraites, c'est le pays qui manifeste. Eh bien, dans le monde entier aujourd'hui, la France est regardée différemment. Lorsque nous recevons le rapporteur spécial des Nations Unies sur les libertés publiques, eh bien, il exprime une difficulté. Maintenant, lorsqu'il se rend dans différents pays, dans différents endroits, dans différents régimes autoritaires, on lui dit, mais la France. Aujourd'hui, pour beaucoup de dictateurs, la France est devenue un modèle, un repoussoir pour dire, bah, écoutez, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc on est vraiment dans une dérive autoritaire. Florian l'a rappelé, c'est un pays, maintenant, on ne reconnaît même pas les élections, les résultats des élections. Et donc, ça se manifeste par plusieurs manières. Et notamment, puisque nous, ici, avec Emmanuel, nous sommes parlementaires, nous pratiquons le régime monarchique de
Macron qu'il rebascule à l'Assemblée nationale, on a un Parlement qui est vraiment bafoué par ce clan Macron. Et d'ailleurs, la réforme des retraites, vraiment, ça aura été le summum pour montrer les dérives de la Ve République. Ils ont utilisé tous les moyens législatifs pour bloquer le Parlement. D'abord, il y a eu un article 47.1. Alors, je dois dire quand même que, bon an, mal an, grâce à cette réforme de retraite, la population, quand même, s'est arrogée, a pris en main, en fait, tous ces outils démocratiques qu'elle ne connaissait pas. Ça a été, d'une certaine manière, une forme d'éducation populaire à la démocratie. On a l'article 47.1 pour réduire le temps de discussion dans le texte. Et puis, on a eu l'article 44.3 qui nous disait qu'il y avait un vote unique et que le gouvernement devait choisir, piocher les amendements qu'il voulait imposer sans vote. Et évidemment, le 49.3 utilisé à 23 reprises. Et comme ces outils ne sont pas suffisants pour faire passer en force ces textes, il y a aussi un outil qui est très prisé, notamment par la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Paul-Pivet, c'est-à-dire mater la réunion parlementaire. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous dire la profondeur de cela. Depuis 1958, il y a eu 132 sanctions prises contre des députés. 58, 132 sanctions. 109 sanctions sur les 132 ont été prononcées depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. 109, évidemment, vous savez bien, en majorité contre qui. Donc, faute de gagner les élections, les macronistes préfèrent donc faire taire les oppositions. Et je peux vous dire, je reprends l'engagement. Et d'ailleurs, j'espère que vous le voyez, avec Clémence Guettet et moi Perchois, nous ferons respecter la souveraineté populaire. Quand on préside à l'Assemblée nationale, c'est aussi un moyen pour montrer comment les insoumis en responsabilité font respecter le Parlement. Donc, comme nous les insoumis avons proposé, par exemple, le texte d'abrogation de la réforme de retraite, vous avez suivi l'obstruction grotesque. Ils ont bordélisé l'Assemblée nationale, multiplié les invectives, bloqué la discussion. Récemment encore, lors du ministre parlementaire, ils en sont même venus aux mains. Et donc, j'aimerais vraiment ici rappeler quelque chose de fondamental. Il ne faut absolument pas se laisser intoxiquer par la propagande médiatique. C'est bien le clan Macron qui bordélise à l'Assemblée nationale. Nous défendons les textes, les lois, les projets soutenus par le peuple et qui sont arrivés en tête lors de l'élection législative. C'est bien propagande médiatique, car plus le temps passe, plus notre pays se transforme d'une certaine manière en plutocratie. La plutocratie, c'est le gouvernement par les riches, aidé par des médias aux mains de quelques-uns et qui défendent évidemment les intérêts économiques d'une petite caste. Aujourd'hui, on peut le dire, Macron travaille pour Bolloré et Bolloré travaille pour Macron. Et Macron assume, avec le gouvernement le plus réactionnaire de la Ve République, il assume de mettre le racisme dans tout ce qu'il propose, absolument tout. Et je tiens à dire ici, à cette étape, que tout ça n'est pas une simple diversion. C'est un projet réel, puisque plutôt que de créer les conditions pour que chacun vive mieux, pour que nous préservions la nature, eh bien, il organise en réalité une concurrence des uns contre les autres sur des bases racistes. Plutôt la pénurie en services publics, plutôt moins d'investissement pour produire mieux que le progrès pour toutes et tous. Alors, il prend des classes populaires, évidemment, les jeunes, les musulmans, Florian qui l'a rappelé, les Algériens, les exilés, et tout ça sont pointés comme des parasites. Or, les parasites, ce sont bien ceux qui se gavent. Tout à l'heure, nous avons vu les syndicalistes de l'industrie automobile. Les parasites, ce sont ceux qui se gavent du public et qui ensuite licencient, comme ici dans le pays de Montbéliard. Et donc, c'est contre eux que nous nous battons au quotidien. Or, face à cette politique, le 9 juin dernier, parce que cette politique date de 2017, en 2022 ça a continué, le 9 juin dernier, le peuple a dit non. Le peuple a dit non à Macron qui est le marchepied du Rassemblement national. Le peuple, en revanche, a dit oui à la France créolisée, à la solidarité ici, mais aussi avec les peuples martyrs comme en Palestine. C'est notre projet qui a gagné. Nous avons été la force motrice pour mettre un terme
à ce chaos qui était annoncé par des dizaines de sondages, par ce chaos économique qui était annoncé. Et nous savons que la tâche continue, puisque évidemment ils nous auront l'élection, mais la tâche continue partout sur le terrain, élection ou pas élection d'ailleurs, et c'est le sens de cette campagne que nous menons aujourd'hui pour l'avènement d'une 6e République. Et évidemment, c'est pour ça que le pouvoir se braque. Parce que le coup de poker de Macron, la dissolution du 9 juin dernier, il n'a pas marché. Il n'a pas fonctionné, et donc, comme une bête blessée, il y a une sorte de fuite en avant, en fait. Et c'est pour ça que c'est le moment de militer plus que jamais pour une 6e République. Parce qu'en réalité, dans quelle démocratie fonctionnelle peut-on voir Michel Barnier censuré pour ensuite nommer un ministre qui veut appliquer la même politique et même pire, puisqu'aujourd'hui on nous annonce 40 milliards d'économies sur le budget à venir. Et évidemment, les 40 milliards d'économies, ce sera sur l'école. On a dit tout à l'heure des parents d'élèves mobilisés contre la fermeture de classe. Ce sera évidemment pas pour Stellantis et autres qui reçoivent des aides publiques. Ce sera évidemment nous qui serons les victimes de cette politique austéritaire. Dans quelle démocratie fonctionnelle peut-on voir que depuis 3 ans sans voter le budget démocratiquement débattu en temps normal? C'est vraiment une aberration, et je vous le dis par ailleurs, ça fait vraiment la honte de la France au niveau international. Dans quelle démocratie fonctionnelle, tu l'as évoqué, Florian, Monsieur Bayrou ment à plusieurs reprises devant des centaines de députés, parce que la première fois qu'il a été interrogé par notre collègue Paul Vanet sur Betaram, l'hémicycle était plein. Et nous avons, à travers Paul Vanet, porté la voix des victimes de Betaram, à travers 3 questions au gouvernement. Et 3 questions au gouvernement, il a menti. Et j'aimerais bien qu'on félicite Paul Vanet parce que, avec parlementaire, et le 14 mai prochain, François Bayrou devra répondre. Et devant la commission parlementaire, il faut prêter serment. Aurore Berger qui a menti sur serment. C'est très bien puisqu'elle est poursuivie. Pour cela, pour avoir menti dans le cadre de la commission d'enquête sur les crèches privées. Eh bien, M. Bayrou devra rendre des comptes pour les victimes de Betaram, parce que, évidemment, on est dans un déni. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'en fait, le Premier ministre souhaite qu'il n'y ait pas de session parlementaire au mois de juin et au mois de juillet. À mon avis, c'est parce qu'il souhaite enterrer quelques sujets, et celui-là n'est pas des moindres. Alors, je vous parlais de Paul Vanet, parce que c'est un exemple pour vous dire que partout, dans tous les combats, sous les injures, on tient la tranchée. Évidemment, on tient la tranchée grâce à vous, les militantes et militants, aussi qui vous soutenez, qui faites des campagnes de terrain acharnées, parce que l'idée, évidemment, c'est de ramener le peuple à la politique. Mais pour cela, nous devons évidemment déjouer un certain nombre de pactes non-dits. Je voudrais d'abord parler du pacte raciste entre Le Pen et Macron. Et c'est un pacte qui est plus clair que jamais. Vous le voyez, Macron, ses ministres, ses députés, ses porte-paroles reprennent à la fois les mots et les projets de l'extrême droite. Un jour, on parle de submersion migratoire. L'un de ses députés avait même parlé, il y a de cela 1 an, de régression vers les origines ethniques, en reprenant d'ailleurs les mots de Retailleau à l'époque. Nous avons également une offensive grave contre le droit du sol, qui est un acquis non seulement de la République, mais un acquis historique dans ce pays. Évidemment, pour parachever le tout, on nous parle maintenant de préférence nationale pour les prestations sociales, et enfin, un débat sur l'identité française, dans lequel évidemment nous ne sommes pas engouffrés, non pas comme certains. J'ai vu le Parti socialiste s'y prêter, et je pense que c'est une erreur fondamentale. Un exemple encore très récent, en Seine-Saint-Denis, le journal Les Jours nous a parlé d'un fichage des étrangers, dès lors qu'ils étaient arrêtés, qu'ils aient commis un délit pour lequel ils soient condamnés ou non. Et donc ça, évidemment, c'est des directives données par le clan Macron, parce que, évidemment, le poisson pourrit toujours par la tête. Il est en train de préparer l'arrivée de Le Pen au pouvoir, enfin de Le Pen. On ne sait pas. Elles ne sont pas candidates. Nous, on le sera, évidemment, un peu comme les insoumis de Montbéliard ici, nous serons candidats à l'élection présidentielle. En tout cas, de leur côté, on ne sait pas. D'ailleurs, on a vu que l'annonce de cette condamnation de Marine Le Pen n'a pas été suivie de critiques très fortes. Nous, on bouge une oreille sans l'hémicycle, ça monte dans les tours. Et là, on a constaté que
la réaction était très timide. Et évidemment, quand je dis qu'il prépare l'arrivée de Le Pen, en fait, il la souhaite. D'ailleurs, la dissolution, c'était un petit peu ça, c'était un peu une cohabitation qu'il souhaitait. Et c'est normal, puisque c'est l'achèvement de toute une série de mesures contre nos libertés publiques. Depuis 2015, les lois sur l'état d'urgence, la loi sur la sécurité intérieure, la loi sur la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui une loi contre le narcotrafic qui ne résout absolument rien, loi sur la sécurité globale, loi séparatisme, loi sur le renseignement, évidemment, loi raciste sur l'immigration. Des textes de loi qui n'apportent rien, mais qui mettent comme ça dans le débat public un agenda raciste pour normaliser le racisme en espérant que finalement les Françaises et les Français se rallieront à la copie plutôt qu'à l'original. Il faut d'ailleurs se souvenir de Macron en campagne en 2017 pour voir le chemin parcouru. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque on parlait de laïcité inclusive, de regain démocratique, alors que là maintenant on a 23-49 ans, de porter haut par la voie de la justice et de la liberté. Et 8 ans plus tard, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y a encore 2 mois, j'étais ici dans une réunion publique sur les questions de santé. On nous explique que s'il y a un trou dans les caisses de l'hôpital public, c'est à cause de Mamadou. On a maintenant des ministres qui nous expliquent que la Ligue des droits de l'homme ou Anticorps, qui lutte contre la corruption, sont des adversaires, des islamo-gauchistes. Et évidemment, je peux dire sur le génocide qui est commis à Gaza, on a, moi je pense, moi je le constate, une prolongation de cette politique islamophobe à travers la question de ce qui se passe en Palestine. On a évidemment un 2 poids 2 mesures abject, incompréhensible entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Palestine. On a en Ukraine une guerre d'agression coloniale, de prédation. Et à Gaza, on a une riposte totalement disproportionnée à l'égard de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et évidemment, là aujourd'hui, ça tergiverse. On a un Macron qui nous a expliqué que peut-être il était temps de reconnaître la Palestine, comme nous disions depuis 2 semaines. Nous disons depuis 2 semaines qu'il faut reconnaître l'État de Palestine, quand aujourd'hui, Macron bégaye, alors que nous avons des massacres d'enfants sous les yeux. Je suis très fière de l'action que nous avons menée la semaine dernière avec Emery Cardon, lorsque nous avons pensé... que nous nous défendons depuis des mois. Finalement, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est cette République qui donne tous les outils pour piétiner le peuple. Et donc, il nous faut sortir par le haut de ce marasme démocratique, et c'est le sens de la campagne qui a été lancée par Mathilde Panot et Pierrick Cadalin sur la 6e République. Une 6e République pour mettre fin aux attaques contre le Parlement et les choix du peuple souverain. Pour instaurer la règle verte, par exemple, aussi pour mettre des critères, des règles écologiques au sein même de notre Constitution. Une 6e République pour faire émerger une économie de la paix plutôt qu'une économie de la guerre qui nous promettent, ils font la guerre ici, la guerre aux pauvres, et veulent faire la guerre au monde entier à l'extérieur. Eh bien, c'est une méthode que nous proposons avec cette constituante. Parce que, en 1958, lorsque la Constitution a été rédigée, elle a été rédigée en chambre. Quelques ministres ont fait des règles. Nous, ce que nous voulons, c'est que le peuple décide pour lui et pour lui-même. Il y a besoin parce qu'on constate qu'il y a une grève civique aujourd'hui dans ce pays. Florian, tu l'as rappelé, lorsque les classes populaires, celles qui sont le plus concernées par les politiques de tabassage social qu'ils nous mettent, eh bien, lorsqu'elles se mobilisent, nous pourrons gagner. Et nous devons nous surmobiliser davantage même qu'en juin 2024, parce que le danger est là, je l'ai dit, évidemment la politique raciste du Rassemblement national, mais aujourd'hui, davantage la politique raciste, antisociale, réactionnaire d'un clan Macron radicalisé qui est dans une fuite en avant. Et donc, c'est bien lorsque le peuple se mobilise que nous pouvons mettre en place des politiques, un gouvernement d'égalité, de justice sociale pour bâtir une 6e République féministe, laïque. Et si nous arrivons à cela, je pense que nous aurons répondu à l'appel du 10 avril 2022 lancé par Jean-Luc Mélenchon, faire mieux. De grands combattants, d'ailleurs, vous voyez
semaines sur les plateaux télé le matin, en fait, ça commence par une garde à vue médiatique et puis ça termine par des chaos. C'est Emmanuel Bompard, le coordinateur de la politique. Et donc le cercle vicieux dans lequel se sont engagés
aujourd'hui, les personnes qui nous dirigent consistent à dire puisqu'il y a moins d'enfants dans ces classes, on va supprimer les écoles, et bien ça produira le fait que demain, il y a encore moins d'enfants dans ces classes et qu'on supprimera encore d'autres écoles. Et précisément, si on veut faire en sorte que nos villages, nos petites communes, on parle ici de villages de 300 habitants, de 500 habitants, si on veut faire en sorte que demain, dans ces villages, il y ait plus de familles qui s'installent, il y ait plus de jeunes qui veulent aller à l'école, la priorité c'est de sauvegarder l'école, c'est pas de la fermer, parce que si vous sauvegardez l'école, et si vous accompagnez, si vous encouragez le travail que vous faites par les conseils municipaux dans ces communes, pour faire en sorte qu'il y ait de la vie sociale, des commerces, des activités dans ces communes, alors demain, vous aurez plus de familles qui s'installeront et vous aurez plus d'élèves pour venir dans l'école et dans les écoles de ces villages. Et puis on nous dit, oui mais vous comprenez, ça va vous faire des écoles dans lesquelles il va y avoir 15 ou 20 élèves par classe, et donc en fait vous allez avoir des très bons résultats, et c'est une question d'égalité avec le reste du territoire, parce que sur le reste du territoire, il y a 25 ou il y a 30 élèves par classe. Bah, précisément, l'égalité ou l'équité, puisque c'est le mot qu'ils emploient, c'est pas le nivellement par le bas, c'est pas la gestion de la pénurie. Notre objectif, l'objectif qu'on doit se fixer, tout le monde le sait qu'on apprend mieux à l'école quand il y a moins d'élèves dans la classe. C'est pas une mesure d'égalité de dire que tout le monde doit être à 20 ou à 25 élèves dans la classe, si on a la possibilité, au contraire, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des écoles dans lesquelles on ait 15 ou 20 élèves dans la classe. Donc les arguments qui sont utilisés, les arguments qui sont employés aujourd'hui pour justifier la fermeture de ces écoles, et je voulais commencer par ça, parce que je crois que ce sujet très local, en vérité, illustre assez bien l'impasse de la politique budgétaire dans laquelle s'est engagé ce gouvernement. Parce que la vérité, c'est que si aujourd'hui, il y a une gestion qui est une gestion purement comptable, avec des personnes au niveau du rectorat qui ont des chiffres, ont des nombres de postes, et qu'ils les répartissent comme ça avec des tableaux Excel sans aucune prise en compte des réalités géographiques, sans aucune prise en compte des réalités humaines, sans aucune prise en compte des réalités locales. C'est bien parce qu'il y a aujourd'hui dans nos services publics, il y a aujourd'hui vis-à-vis du budget de l'éducation nationale, vis-à-vis du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, vis-à-vis du budget de la santé ou de la culture, des logiques purement comptables qui vont à l'inverse des besoins de la population. Parce que si aujourd'hui il y a des fermetures de classes et des fermetures d'écoles, c'est bien parce que le dernier budget, passé en force par 49.3 à l'Assemblée nationale, prévoit 200 millions d'euros de coupes dans le budget de l'éducation nationale. C'est bien parce que ce budget prévoit des coupes dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, prévoit des coupes dans le budget de la culture, prévoit des coupes dans le budget de l'écologie, pour prendre ces exemples-là. Et qu'à un moment, les politiques qui sont décidées au niveau national, les orientations budgétaires qui sont décidées, eh ben, elles ont des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Si vous enlevez 200 millions d'euros au budget de l'éducation nationale, à la fin, ça se traduit par des fermetures de classes, par des fermetures d'écoles, et par des gamins de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, qui, plutôt que de pouvoir continuer à travailler dans un environnement qui est propice à leur bonne éducation et à leur bonne formation, sont obligés de se lever beaucoup plus tôt le matin, de prendre le car, de faire 1 heure de car le matin, 1 heure de car le soir, et des familles qui sont dans la complexité parce qu'elles n'ont pas toujours la possibilité d'amener leurs enfants à l'école ou d'aller les chercher. Voilà des conséquences très concrètes des politiques qui sont mises en place au niveau national. Et voilà pourquoi la question de la censure ou de la non-censure du budget de François Bayrou n'était pas une question symbolique, n'était pas une question pas très importante ou pas très grave. Ah, peut-être que les conséquences immédiates, elles n'apparaissaient pas au moment de l'examen du budget à l'Assemblée nationale. Mais on va commencer, et on commence aujourd'hui à les avoir sous les yeux. On parle de 5000 fermetures de classes à la rentrée prochaine sur l'ensemble du territoire national. Et vous en avez ici, avec cet exemple que je voulais évoquer en introduction, vous en avez une illustration assez criante. Donc il faut, je le disais tout à l'heure, évidemment les aider et les soutenir. Parce que ce qu'on nous disait aussi, et ce qu'on nous a dit aussi tout à l'heure, c'est nous quand on va dans d'autres écoles, les gens ils nous disent mais alors vous êtes vraiment les combattants, vous êtes ceux qui lâchent rien, parce que si ça s'était passé dans notre village, il n'y aurait peut-être pas eu de réaction comme ça. Et je leur disais, c'est précisément la raison pour laquelle il faut que vous gagniez. Parce que si vous allez gagner, si vous gagnez, alors vous allez donner de la force à tous
les citoyennes et les citoyens, tous les habitantes et les habitants d'autres communes, quand ils sont confrontés à des fermetures de services publics, vous allez leur faire la démonstration que le combat, la lutte, ça permet de gagner. Et donc, il faut les appuyer, il faut les aider, on va faire le maximum pour les aider, pour faire en sorte qu'ils remportent ce combat et que ces deux classes et ces deux écoles soient maintenues. Elle est particulièrement actuelle justement, puisque encore ces derniers jours, là je vais vous parler du budget de 2025, mais encore ces derniers jours et encore ce matin, le Premier ministre François Bayrou a organisé une réunion pour échanger sur présenter les orientations budgétaires pour le budget de l'année prochaine, c'est-à-dire le budget de l'année 2026. Budget qui normalement devrait être examiné à l'Assemblée nationale à partir du mois de septembre. Et François Bayrou nous dit, nous sommes en état d'alerte budgétaire. Nous avons 5,4% de déficit cette année, et donc il va falloir faire encore des efforts supplémentaires par rapport au budget de 2025. Et M. Bayrou, son ministre de l'économie, M. Lombard, nous dit qu'il va falloir faire 40 à 50 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année prochaine. Nous sommes en état d'alerte budgétaire, nous dit-il. Moi, honnêtement, quand je me promène dans ce pays, j'ai plutôt l'impression qu'on est en état d'alerte sociale, qu'on est en état d'alerte écologique, quand on sait qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure de respecter les objectifs des accords de Paris, qu'on est en état d'alerte économique quand on voit la multiplication des plans de suppression d'emplois. Mais acceptons l'idée qu'un déficit de 5,4% est un déficit évidemment excessif pour le pays. Mais alors la question qui se pose, c'est la faute à qui? Qui a créé aujourd'hui les conditions qui font que le déficit, c'est quoi? C'est la différence entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État. Qui a créé aujourd'hui les conditions pour que les déficits de la France aient atteint un tel niveau avec un taux de 5,4%? On a fait un petit calcul et je veux que vous sachiez que si depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, si la part des recettes de l'État dans la richesse produite chaque année en France, ce qu'on appelle le PIB, si la part des recettes de l'État était restée au même niveau aujourd'hui que ce qu'elle était au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, alors la France aujourd'hui aurait un déficit inférieur à 3%. Si Emmanuel Macron n'avait pas décidé par une politique consciente de cadeaux aux plus riches, de cadeaux aux grandes multinationales, de réduire chaque année les recettes de l'État de 60 à 80 milliards d'euros, on aurait aujourd'hui un déficit inférieur à 3%. Et je prends ce chiffre volontairement, puisqu'à longueur d'antenne, on nous dit que les règles européennes nécessitent normalement d'avoir un déficit inférieur à 3%. C'est la politique du président de la République et de ses gouvernements successifs qui a appauvri année après année l'État en faisant des cadeaux aux très grandes entreprises, aux très grandes multinationales qui s'en sont mis plein les poches, en faisant des cadeaux aux ultra riches, par exemple en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune. Et maintenant qu'il a fait des cadeaux, il vient nous voir, il vient vous voir, il vient voir le peuple français et il vous présente la facture et il vous dit maintenant c'est un bout de trimé pour les cadeaux que j'ai fait depuis 2017. Et bien ça c'est inacceptable. Et ça, évidemment, nous ne l'accepterons pas. Et ça, évidemment, nous devons nous mobiliser. En disant que, et je m'adresse en particulier à celles et ceux qui ont considéré que ce que j'ai dit tout à l'heure sur le budget de 2025 n'avait pas été ou n'était pas suffisant pour justifier la censure du gouvernement. Alors je leur dis, vous avez accepté de laisser passer le budget de 2025. Vous avez inventé un conclave sur les retraites, Nadège en a parlé avant moi, qui devait normalement initialement avoir pour objectif de discuter de la possibilité d'abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, et dont tout le monde a désormais compris, et il n'y avait pas besoin d'être très intelligent pour le comprendre depuis le début, qu'à partir du moment où vous mettez autour de la table les représentants des syndicats de salariés et les représentants du patronat, et que vous leur dites de toute façon, il n'y aura un accord que si toutes les personnes qui sont autour de la table sont d'accord, il n'y avait pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que le patronat qui s'était
c'est le peuple qui décide. Et normalement, en démocratie, c'est les représentants du peuple qui décident. Or, il y a aujourd'hui une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et encore en début de semaine, un sondage a été publié qui disait que dans l'hypothèse où un référendum serait convoqué sur l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'est plus de 70% des Françaises et des Français qui voteraient pour l'abrogation. Qui ont accepté le piège grossier dans lequel François Bayrou les a enfermés à travers ce conclave, qui ont, par leur décision de ne pas censurer le gouvernement, laissé le champ libre à la multiplication des discours et de la reprise des thèmes de l'extrême droite dans le programme gouvernemental à travers la figure de Bruno Retailleau que vous avez malheureusement accueilli à Belfort il y a quelques jours, qui a laissé ceux qui sont responsables du fait d'avoir laissé cet homme multiplier les provocations et la surenchère totalement détestable et inacceptable avec l'Algérie, comme on l'a vu encore ces derniers jours. C'est parce qu'il n'a pas été censuré que M. Retailleau a eu aujourd'hui en quelque sorte les mains libres pour se livrer à ce type de provocation ridicule, type de provocation qui vise à créer un adversaire, un ennemi, alors que le peuple français et le peuple algérien, comme le peuple français et les peuples du monde entier, ont envie de vivre en paix, ont envie de vivre en fraternité, des familles en commun, des vies en commun, des histoires parfois d'amour en commun, parce que nous avons des relations. Et il peut arriver qu'il y ait des désaccords entre l'État français et l'État algérien, comme il peut arriver qu'il y ait des désaccords entre l'État français et d'autres gouvernements du monde. Eh ben, dans ce cas-là, on en parle, dans ce cas-là, on en discute, dans ce cas-là, on négocie. Mais on ne fait pas de la surenchère, mais on ne fait pas de l'escalade par voie publique, provocation contre provocation, parce qu'à la fin, en faisant ça, on crée entre nos peuples respectifs des rancœurs, et que nous ne voulons pas de ces rancœurs, parce que nous voulons tout simplement vivre ensemble, nous voulons tout simplement vivre en paix, nous voulons coopérer, nous voulons nous aider, nous voulons faire face ensemble aux grands défis qui sont les défis du monde aujourd'hui. Bref, à tous ceux qui ont jugé que l'entourloupe sur les retraites, le budget de 2025 ou les provocations racistes et insupportables de M. Retailleau n'étaient pas suffisants pour censurer le gouvernement, peut-être qu'au moins maintenant que le ministre François Bayrou, Premier ministre François Bayrou, nous annonce que ça va être encore 40 à 50 milliards d'euros de coupes supplémentaires, c'est-à-dire quasiment le budget de l'éducation nationale qu'on va retirer du budget de l'État d'ici à l'année prochaine. Peut-être qu'enfin, ils vont comprendre qu'il est temps d'empêcher ce gouvernement de continuer à nuire. Et donc je vous dis, comme nous l'avons dit que nous les Insoumis, nous avons essayé avec nos collègues écologistes, avec nos collègues communistes, nous avons essayé à 5 reprises de censurer le gouvernement de François Bayrou, mais que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à partir du moment où les conditions seront réunies, c'est-à-dire à partir du moment où l'ensemble des députés de gauche s'engageront à voter une motion de censure, parce que c'est une condition indispensable pour que cette motion de censure puisse être votée, alors nous redéposerons une nouvelle motion de censure pour faire tomber enfin ce gouvernement. C'est pas pour faire nos responsabilités, mais c'est pour une chose simple qu'il faut que vous compreniez, qui fait que nous ne pouvons pas déployer des motions de censure toutes les semaines. Parce qu'en fait, il existe à l'Assemblée nationale deux manières de pouvoir déposer des motions de censure. Il y a les motions de censure qu'on appelle 49.3, qui sont la réponse que les parlementaires peuvent apporter à l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 pour passer en force un texte de loi ou un budget. C'est ce que nous avons fait quand Bayrou a utilisé le 49.3 pour tenter de passer en force le budget de l'État ou le budget de la sécurité sociale. Et puis il y a un deuxième type de motion de censure qu'on appelle les motions de censure 49.2, qu'on peut, il faut 58 députés pour les déposer, qu'on peut déposer librement sans texte. Ce sont des motions de censure qui consistent à dire le gouvernement a fait déjà trop de mal, on doit être dégagé.
Mais ces motions de censure, elles sont très fortement encadrées par la Constitution, et en vérité, on a la possibilité que de n'en déposer que 3 pendant toute la session parlementaire. La session parlementaire commençant au mois d'octobre dernier et va se terminer au mois de juin. Or, il se trouve que nous, les députés insoumis, nous avons déjà utilisé 2 motions de censure 49.2, une au moment du discours de politique générale de Barnier et une au moment du discours de politique générale de Bayrou. Alors, ce n'était pas une motion de censure qui répondait à l'utilisation par le gouvernement d'un article 49.3, mais bien des motions de censure spontanées, des motions de censure par texte. Donc en fait, il nous reste à nous, les insoumis, une seule possibilité, jusqu'au mois de juin, pour censurer ce gouvernement. Et donc, si je vous dis que nous avons besoin de garanties, c'est que nous n'allons pas gaspiller une cartouche pour rien, sachant qu'après on se rendrait en quelque sorte impuissant de pouvoir à nouveau proposer la censure du gouvernement. Donc nous attendons une réponse claire et nous attendons des garanties claires que l'ensemble des députés de gauche s'engagent à voter la motion de censure que nous pourrions déposer avec toutes celles et ceux qui veulent que nous la déposions ensemble. Et alors, la motion de censure est prête, on est prêt à la déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez comme moi que la solution ne sera pas que institutionnelle. Je veux profiter de cet instant pour vous appeler à vous mobiliser très largement contre la guerre sociale que ce gouvernement veut nous mener, pour la paix, à l'occasion de la journée du 1er mai prochain, journée internationale de la lutte des travailleuses et des travailleurs, journée à laquelle nous participons évidemment chaque année, mais qui peut prendre cette année une signification particulière, une importance particulière, dans un contexte de bouleversement à l'échelle internationale, au moment où la guerre menace dans différentes zones du monde, au moment où en France le gouvernement a l'intention d'utiliser cette situation internationale pour nous imposer une politique que nous ne voulons pas, notre devoir est un devoir de mobilisation populaire. Notre devoir est un devoir aussi de riposte face à la multiplication des discours racistes et des discours fascistes dont parlait Nadège Abou-Mangoli tout à l'heure. Notre devoir est un devoir de riposte, d'être les plus nombreux et les plus nombreuses possibles dans la rue le 1er mai prochain. Alors notez la date sur le calepin, parlez-en autour de vous, faisons une démonstration de force, soyons des centaines de milliers de personnes dans la rue. Il faut faire tomber ce gouvernement. Évidemment, ce n'est pas juste pour faire tomber ce gouvernement, c'est pour pouvoir ensuite développer, déployer une logique politique, une politique alternative. Une politique qui part d'abord des besoins de la population. Une politique qui ne soit pas une politique de l'économie de la guerre généralisée, mais au contraire, qui s'appuie sur l'économie qui permet de satisfaire les besoins du peuple. Et si j'ai dit tout à l'heure que la responsabilité du déficit que connaît aujourd'hui le pays incombe d'abord en premier lieu aux macronistes, et y compris au gouvernement précédent, qui petit à petit ont vidé les recettes de l'État, si cette responsabilité elle leur appartient aujourd'hui, je veux vous convaincre aussi qu'une politique qui consiste dans cette situation telle qu'elle est aujourd'hui, de continuer sur la même logique économique, c'est-à-dire de considérer que la réponse à cette situation, elle passe par le refus de mettre en place et d'aller chercher des nouvelles recettes, mais au contraire par une politique exclusivement tournée sur la baisse de la dépense publique, c'est là aussi un cercle vicieux qui va nous amener dans le mur. Parce que l'expérience, la connaissance économique, mais aussi l'expérience des situations internationales similaires a déjà démontré que quand l'activité économique se contracte, si la politique nationale consiste à favoriser encore et à encourager encore cette réduction de l'investissement et cette réduction de la dépense publique, alors les effets sur l'économie sont des effets de contraction et de récession encore plus importantes. Je ne veux pas vous donner trop de chiffres, mais je me rappelle qu'au moment du débat sur la censure du budget, on nous disait « mais vous êtes irresponsable de vouloir censurer le gouvernement parce qu'on a besoin d'un budget. Et si on n'a pas de budget, vous vous rappelez, ça va être le chaos, ça va être la crise. Les taux d'intérêt sur les marchés financiers vont exploser. Bizarrement, il n'y a personne qui a remarqué qu'ils ont remonté alors qu'il y a un budget. Et on nous disait, la croissance, ça va être une catastrophe. Et la vérité, c'est qu'il y a un institut qui s'appelle l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui a fait la différence entre, si on était resté, vous savez, dans le régime de la loi spéciale, c'est-à-dire on avait prolongé le budget 2024 pour 2025,
La différence entre cette situation et la situation avec le budget adopté en force par 49.3 de Bayrou. Et le FCE nous dit que le budget Bayrou a coûté 0,4 points à la croissance. C'est-à-dire que c'est leur solution, c'est leur logique qui se traduit par une réduction, une contraction de l'activité économique. Or, quand vous réduisez ou que vous contractez l'activité économique, alors vous baissez les recettes fiscales et donc vous baissez les ressources de l'État. Et vous vous enfermez dans un cercle vicieux, austérité, pour essayer de réduire le déficit, donc contraction de l'activité économique, donc réduction des recettes de l'État, donc encore plus de déficit, donc encore de l'austérité. Et vous vous en sortez jamais. En Grèce, la multiplication des plans d'austérité s'est traduite par une baisse de la croissance de 25%, un quart de croissance en moins. C'est ça le résultat de leur politique économique. Leur politique économique est une politique économique qui nous mène dans le mur, et de laquelle on ne sortira jamais. Il faut une logique qui soit une logique totalement différente. D'abord en rétablissant les recettes de l'État nécessaires pour faire face à la situation budgétaire actuelle. J'ai entendu le ministre de l'économie nous dire qu'il faut 40 milliards de recettes supplémentaires pour le budget de l'État. Très bien. Je lui propose deux mesures, juste deux. On en a des dizaines et des dizaines à mettre sur la table. La première mesure, c'est introduire une taxe sur les milliardaires, le patrimoine des milliardaires. Alors quand vous dites ça à l'Assemblée nationale, vous avez des ministres qui vont répondre « Oui, mais vous, de toute façon, votre logique... » Et pas que des ministres, le Rassemblement national aussi. J'ai vu par rapport au député, M. Bigot, je crois. Vous savez, ceux qui, pendant les campagnes électorales, font comme si j'étais du côté du peuple, de celles et ceux qui galèrent, de celles et ceux qui n'ont pas de moyens, et puis quand ils se retrouvent à l'Assemblée nationale, bizarrement, ils votent contre toutes les mesures qu'on propose pour mettre à contribution davantage les plus riches. Alors, la taxe sur les milliardaires, quand vous proposez ça à l'Assemblée nationale, on vous dit oui, mais vous avez que ça comme logique, c'est taxer, 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 vous voulez aller augmenter les impôts. Non, il ne faut pas augmenter les impôts, il ne faut pas augmenter les impôts. Et puis il y a des gens qui regardent la télé et qui se disent, bah ça c'est bizarre, pourquoi les insoumis ils proposent de nous augmenter nos impôts? Donc je précise. La taxe sur les patrimoines des milliardaires concerne exactement et très précisément en France 147 personnes. Je forme l'hypothèse qu'il n'y en a aucune de ces personnes dans cette salle aujourd'hui. Donc je vous rassure, aucun d'entre vous n'est concerné par la mise en place d'une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Par contre, en quelque sorte, vous allez tous en tirer un certain bénéfice, puisqu'une taxe de 2% sur le patrimoine des 147 milliardaires, ça permet de rentrer 14 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. Monsieur Lombard et monsieur Bayrou cherchent 40 milliards, on leur propose 14 milliards en mettant à contribution 147 personnes. Je pense que c'est une mesure qui, à mon avis, ne devrait pas être très compliquée à mettre en place. Et si certains s'inquiètent sur la bonne santé financière de nos milliardaires, je pense que si on leur prend 2%, une taxe de 2% sur un patrimoine, je pense que globalement, ils devraient pouvoir continuer à s'en sortir plutôt bien. Et là, pareil, il va falloir m'expliquer la logique qui consiste, comment peut-on être contre cette idée. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses multinationales en France qui mettent au point des mécanismes d'optimisation fiscale et qui, par exemple, vont réaliser une partie importante de leur chiffre d'affaires en France, des ventes qu'ils vont faire en France, par exemple, mais bizarrement, au moment où ils déclarent leurs bénéfices, c'est des groupes à l'échelle mondiale. Ils vont réaliser par exemple 30% de leur chiffre d'affaires en France, et puis au moment où ils déclarent le bénéfice, bizarrement, il n'y a plus que 2% du bénéfice mondial qui est en France. Et pour ça, ils ont des techniques assez habiles d'optimisation fiscale. Par exemple, vous allez ouvrir des magasins, et puis vous allez créer une holding dans un paradis fiscal, et puis les magasins en France, ils vont louer la marque à la holding. Donc le magasin en France, c'est lui qui va faire le chiffre d'affaires, c'est lui qui va faire les ventes, etc. Et puis après, chaque année, il va verser une contribution pour louer la marque. Et donc, comme la contribution est louée la marque, ça veut dire que le magasin, son bénéfice va être amputé dedans. Et par contre, vous avez la filiale qui détient la marque, elle va devoir déclarer un bénéfice très important. Malin, parce que le bénéfice, s'il avait été produit en France, il aurait dû être astreint à la fiscalité française. Mais si le bénéfice, finalement, il a été déplacé et que maintenant, il est déclaré au Luxembourg, il va être astreint à la fiscalité luxembourgeoise. C'est un mécanisme d'optimisation
oui, c'est pas normal, mais on peut rien faire. Vous comprenez, c'est l'Union Européenne, on ne peut pas y arriver, etc. Donc, deuxième proposition, mettre en place un mécanisme très simple, totalement national. On n'a pas besoin de l'accord de qui que ce soit, ça s'appelle l'impôt universel, inspiré par l'économiste Gabriel Zucman. On fait une chose très simple, on fait la différence entre le pourcentage du chiffre d'affaires déclaré en France et le pourcentage du bénéfice déclaré en France. Et on va chercher la différence auprès des groupes en leur disant c'est ici que vous réalisez votre chiffre d'affaires, donc c'est ici que vous devez vous acquitter de la fiscalité. Si vous mettez en place une mesure de cette nature, vous allez rentrer 26 milliards d'euros par an dans les recettes de l'État. Si on fait le petit calcul, donc, 14 plus 26, ça fait 40 milliards d'euros. Et comme M. Bayrou il cherche 40 milliards d'euros, ben là c'est 40 milliards d'euros. Vous voyez, et là les types de mesures, on en aurait évidemment plein d'autres à mettre en place. Donc vous voyez, il y a d'autres logiques possibles que celle pour laquelle on va à longueur d'antenne nous rabâcher, qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il n'y a pas d'autre solution, que la seule solution possible c'est de s'attaquer aux dépenses de l'État, que les recettes, on ne peut pas faire plus, etc. Et puis, on parle des dépenses de l'État, mais de quelles dépenses parlons-nous quand on parle des dépenses de l'État? Chaque année, l'État verse 200 milliards d'euros chaque année aux entreprises, en aide aux entreprises, sans aucune contrepartie, sans aucune conditionnalité, sans aucune obligation. Et finalement, ici dans ce territoire, vous êtes assez bien placés pour savoir ça. Parce que s'il y a eu un secteur qui a très largement bénéficié du soutien de l'État, des aides versées par l'État aux grandes entreprises, c'est bien le secteur et la filière automobile. Et comment peut-on accepter en France? On en discutait tout à l'heure avec les syndicalistes de l'automobile du pays de Montbéliard. Comment peut-on accepter en France que vous ayez des groupes aujourd'hui qui ont bénéficié d'un plan de soutien à la filière automobile, de crédits impôt recherche, qui ont bénéficié du chômage partiel pris en charge par l'État et qui en bénéficient encore parfois, qui ont donc bénéficié très largement de politiques du soutien de l'État et qui, dans le même temps, détruisent des centaines d'emplois, des milliers d'emplois dans la filière automobile. Dans la filière automobile, on est aujourd'hui à peu près 200 000 emplois, il y en a 120 000 qui ont été supprimés dans les 15 dernières années. Et on parle de groupes qui ont bénéficié de millions et de milliards d'euros d'aides publiques et qui les ont utilisés pour se les mettre dans les poches, pour les reverser en dividendes aux actionnaires de ces gros groupes-là, et ça s'est traduit par des destructions d'emplois à vitesse industrielle. Alors si on veut parler des dépenses de l'État, M. Bayrou, si on veut parler sérieusement des dépenses de l'État, on arrête de faire semblant, on arrête de criminaliser ou de stigmatiser les fonctionnaires, on arrête de faire croire que c'est les budgets ou les conditions de travail de nos fonctionnaires aujourd'hui qui n'ont pas vu leur revalorisation du point d'indice pendant des années et des années. On arrête de faire croire que c'est ça le problème du budget de l'État. Et on va poser vraiment les vraies questions sur les dépenses de l'État. À quel moment vous allez mettre des conditionnalités sur les aides versées par l'État aux grandes entreprises? À quel moment vous allez décider que si une entreprise ne respecte pas ses obligations, c'est-à-dire récupère des milliards d'euros d'aides publiques et détruit des emplois, à quel moment vous allez considérer que ça doit se traduire non seulement par des sanctions, mais aussi par des remboursements intégraux des aides qui ont été versées par l'État? De cette logique de patrons voyous qui viennent pleurer auprès de l'État en disant c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, donnez-nous de l'argent pour qu'on s'en sorte, et qu'une fois qu'ils ont l'argent, ils oublient les engagements de maintien de l'emploi, ils décident d'aller délocaliser telle ou telle usine à tel endroit, parce qu'à la fin ça permet d'augmenter leur taux de profit. À quel moment on va sortir de cette logique-là? À quel moment il va y avoir la volonté politique, et ça s'applique pour l'État, mais ça s'applique pour les collectivités territoriales aussi, de dire que ça suffit la situation dans laquelle c'est notre argent à toutes et tous qui va se retrouver dans les poches des actionnaires qui s'en sont mis déjà plein les poches ces dernières années et qui en plus se traduisent par des centaines de destructions d'emplois, de vies brisées, de familles en difficulté. Ça suffit. Ça suffit cette politique totalement
totalement absurde. Ça suffit le manque de volonté politique, ça suffit la complicité au niveau de l'État, à la tête de collectivités territoriales, de ces gens qui cèdent au chantage de ces grands groupes et qui continuent à leur verser ces aides-là sans être à aucun moment capable de taper du poing sur la table et de dire stop, maintenant ça s'arrête, vous n'aurez plus un seul euro. Vous n'aurez plus un seul euro si vous ne prenez pas des engagements clairs. Vous n'aurez plus un seul euro si les engagements précédents n'ont pas été respectés. On ne vous aidera pas si à la fin, vous ne respectez pas les obligations qui sont normalement les vôtres. Je parlais tout à l'heure de l'absurdité du cercle vicieux austérité-déficit, austérité-déficit. Et la filière de l'automobile, j'en parle parce qu'ici, évidemment, elle a un poids très important, malheureusement moins important que ce que ça a pu générer en termes d'emploi il y a encore quelques dizaines d'années, mais ça a un poids très important. Est-ce que finalement la filière de l'industrie automobile, c'est pas un bon exemple d'une logique, d'une filière dans laquelle on pourrait avoir une logique complètement inverse, c'est-à-dire au contraire, une logique de cercle vertueux? Est-ce que oui ou non, on a besoin d'une industrie automobile en France? C'est la première question qu'il faut se poser. Alors évidemment, on est tous favorables ici au développement des transports en commun, on est tous favorables ici au développement du ferroviaire, on est tous très sensibles. Et on considère tous qu'aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de nos responsabilités face au changement climatique. Et ça doit être des politiques prioritaires, évidemment. Mais à la fin, il faut avoir le respect du plan aussi. Que quand on aura fait tout ça, il n'y a pas toutes les mobilités qui seront couvertes par ces possibilités-là. Et donc, on aura encore besoin d'avoir des modalités, des modes de transport qui soient des modes de transport individuels. On aura besoin de nos véhicules. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si d'abord ces véhicules, ça doit être des véhicules qui contribuent, qui produisent, qui contribuent à notre empreinte climatique, contribuent aux difficultés qu'on a à respecter les objectifs des accords de Paris qu'on a fixés. Pas qu'on les a pas fixés pour se faire plaisir ou pour se poser des problèmes, on les a fixés parce que c'est une obligation, parce que sinon dans 30 ou 40 ans, on ne pourra plus vivre sur cette terre. Et est-ce qu'on pense que ces véhicules-là, il faut les produire en France, ou est-ce qu'on pense qu'il faut les faire venir de l'autre bout du monde? Et donc si on a une politique et une politique intelligente sur ce sujet, on dit qu'il faut avoir une filière de fabrication, une filière de l'industrie automobile en France qui travaille sur des véhicules qui sont des véhicules propres, qui travaille avec de la chaîne de sous-traitance, qui est de la chaîne de sous-traitance en France, qui sont protégés de la compétition et de la concurrence internationale, qui préservent les emplois qu'on a sur place, qui préservent les savoir-faire qu'on a sur place et qu'on a développés pendant des années et des années. Et donc on a une politique de planification et une politique d'investissement, et pas une politique qui laisse le marché décider librement de ses affectations pour aller mettre les usines à tel endroit parce qu'il y a moins de réglementation environnementale, ou à tel endroit parce qu'on peut encore plus exploiter les salariés que ce qu'on les exploite déjà ici. Voilà un exemple concret d'un sujet sur lequel une logique totalement différente, elle pourrait se traduire non seulement par le fait de sauvegarder les emplois existants, mais en plus de créer des emplois supplémentaires, et en plus d'avoir des filières de l'emploi de qualité, et en plus une politique qui nous permette de reformer toute une chaîne de sous-traitance en France et de mettre un terme à ce grand déménagement du monde qui fait que vous avez des pièces qui sont produites dans tel pays, qui vont traverser quasiment une fois la planète entière pour aller dans telle usine, pour être ensuite assemblées dans une voiture qui va encore traverser la planète une deuxième fois pour être vendue à côté de chez vous. Voilà, je voulais prendre cet exemple-là parce que c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Et je veux vous dire que la France Insoumise, sur ce sujet-là, on le prend très au sérieux et on travaille, et il sera publié dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On fait les choses sérieusement, mais on travaille à un plan avec 10 propositions sur la question de la filière automobile, de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour préserver ces emplois, pour sauver cette filière et pouvoir avoir une industrie automobile qui soit compatible avec les objectifs qu'on se fixe en termes de souveraineté et en termes de changement climatique. Donc c'est un sujet qui est un sujet déterminant, important. Et sur ce sujet aussi, je veux quand même vous le dire, parce qu'on parlait du Rassemblement national tout à l'heure, je ne les entends jamais parler de ce sujet. Jamais. Jamais avoir une politique intelligente. On a demandé à l'Assemblée nationale, quand Michelin a fait ses annonces de suppression d'emplois, alors que Michelin avait touché des aides publiques, j'en ai parlé tout à l'heure, on a déposé une résolution pour demander une commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour enquêter sur la manière avec laquelle cet argent public qui a été versé
jamais là. Ils ne l'appuient pas, ils ne la soutiennent pas, ils ne la votent pas. Je vous ai parlé de décisions budgétaires, de propositions qu'on a faites, de la taxe Zuckman sur les milliardaires. Ils sont contre, ils ne la votent pas. Je vous ai parlé de la proposition de l'impôt universel sur toutes les entreprises, qui consiste juste à faire une chose simple, c'est que les gens payent les impôts là où ils produisent. Et ils ne sont pas là, ils ne la votent pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé en introduction, je veux quand même vous le raconter, de la situation des écoles et de la fermeture des écoles à Auxerre. Le député, celui qui a remplacé, malheureusement, notre camarade Florian, franchement, tout au long de cette journée, quand j'ai rencontré les différentes actrices et les différents acteurs, je me suis dit que, franchement, ils ont perdu un député de combat, et j'espère que c'est que temporaire, parce que dans ce territoire, on a bien besoin d'un député de combat. D'interroger le gouvernement. Ça s'appelle les questions écrites au gouvernement. Vous déposez une question et le ministre est censé vous répondre dans un délai d'1 mois. Bon, le député du Rassemblement National qui a remplacé Florian Schulz, il a fait une question écrite sur la fermeture des écoles. C'est juste trompé. Il a interrogé la ministre sur la situation de l'année précédente. C'est-à-dire quand il y avait une menace de fermer une des 2 écoles pour tout regrouper dans la 2e école. Et sa question, elle ne date pas d'il y a 3 mois, elle date d'il y a quelques jours. Juste, il n'est pas au courant. Et il n'a pas suivi. Bah pardon, mais je pense qu'on peut quand même attendre d'un député, d'un représentant du peuple, que sur des dossiers aussi importants pour la vie des habitantes et des habitants de votre circonscription, que vous ayez quelqu'un qui sache de quoi il parle, qui se bat, qui appuie la mobilisation, qui intervient auprès de la préfecture, qui intervient auprès du rectorat, qui intervient auprès de la ministre, en faisant au moins en sorte d'aller rencontrer les gens qui se battent sur place pour avoir les informations, les bonnes informations, et pour pas raconter n'importe quoi, parce que franchement, ça fait pas servir. Mais parlez-en autour de vous, ceux qui sont très contents d'avoir fait élire un député du Rassemblement National à la place de Florian Schulz dans cette circonscription, bah franchement, il faut s'en mordre les doigts aujourd'hui. Parce que, ok, ils ont voté pour lui. Et alors, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a changé? À quel moment il était là pour se battre pour les dossiers locaux? À quel moment il a pris les bons votes et les bonnes décisions à l'Assemblée nationale? Jamais. Jamais. Bref, je ne vais pas parler de tout le temps. Mais je voulais quand même en dire un mot parce que cette manière, cette duplicité, cette hypocrisie qui consiste à venir pendant les campagnes électorales, à faire comme si on se battait pour les gens, qu'on se battait pour les sujets qui tiennent à cœur aux gens et à faire l'inverse une fois qu'on est en responsabilité, elle est tout à fait insupportable. Bref, tout ça, vous pouvez me dire, mais c'est un meeting sur la 6ème République, on en est un peu loin. Eh bien, ce que je voulais vous proposer, c'est de voir qu'en fait on n'en est pas loin du tout. Parce que quand on parle de secteurs industriels comme le secteur de l'automobile par exemple, quand on parle de décisions absurdes qui sont prises par des grands groupes de ce secteur, qui se traduisent par des catastrophes industrielles, qui se traduisent par des fermetures d'emplois par milliers ou par dizaines de milliers, alors la 6ème République ne peut pas être qu'une revendication démocratique. Elle doit aussi être une revendication sociale. Et si vous voulez faire en sorte d'avoir une démocratie qui fonctionne mieux, évidemment ça passe par des nouveaux droits démocratiques pour les citoyens. Florian a évoqué le référendum d'initiative citoyenne ou la possibilité de révoquer des élus qui ne respectent pas leurs promesses. Mais la 6ème République, elle doit aussi poser la question des nouveaux droits pour les salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés dans l'entreprise, représentés par leurs organisations syndicales, elles doivent avoir leur mot à dire sur les décisions stratégiques qui sont prises par les groupes. Elles doivent avoir des places et des respecter dans les conseils d'administration. Elles doivent avoir leur mot quand une décision stratégique est prise par un groupe qui va se traduire par des difficultés économiques par ce groupe et par des destructions d'emplois et des pertes de savoir-faire. La 6ème République, c'est une revendication démocratique, mais c'est aussi une revendication sociale. Et la démocratie qu'on veut défendre dans la société de manière générale, elle doit aussi se traduire par des revendications démocratiques dans l'entreprise. C'est une question très importante, vieille d'un certain point de vue.
comme la bataille du monde ouvrier. Vous vous rappelez ce que Jaurès disait sur le fait que la Révolution française avait permis aux citoyens d'être en quelque sorte maîtres dans la société, mais que le capitalisme le rendait serf dans l'entreprise. La 6e République, c'est une revendication démocratique, mais c'est aussi une revendication sociale. Et donc, ce n'est pas une question qui est une question déconnectée de la multiplication des suppressions d'emplois, de l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui un certain nombre de filières économiques. Parce que si on avait interrogé, si on avait consulté, si les salariés avaient eu leur mot à dire sur les décisions stratégiques qui avaient été prises dans ce groupe, et encore une fois, j'ai pris la filière automobile pour l'illustrer, mais je pourrais en parler dans d'autres filières, alors on ne serait pas dans cette difficulté aujourd'hui. Parce que les salariés, eux, ils connaissent bien leurs outils de travail, ils connaissent bien les enjeux de leur filière, ils connaissent bien, ils s'intéressent au sujet. On a besoin de leur avis, que leur avis soit pris en compte, pas dans des consultations bidons pour avis, comme on dit tout à l'heure. J'aurais dit, mais tel plan, c'est pas voté par les salariés, mais c'est pour avis. Donc en fait, ce soit pour ou contre, ils font ce qu'ils veulent après. Il faut du pouvoir pour les salariés dans l'entreprise, et ça doit être une partie intégrante de la revendication pour la 6e République. Camarade, vous dites ? La 6e République, elle est démocratique, Florian en a parlé, je vais rapidement. La 6e démocratique, elle est évidemment aussi écologique. Nadège rappelait tout à l'heure que la constitution de la 5e République date de 1958. Je pense que tout le monde ici, en faisant un effort, un peu de téléportation mentale, en 1958, peut se dire qu'en 1958, la revendication écologique, l'urgence climatique, l'urgence environnementale, c'était un sujet qui n'existait pas. Or, une constitution, ce n'est pas seulement fait pour organiser les pouvoirs et l'organisation de la vie démocratique d'un pays, c'est aussi pour élever au rang de principes fondamentaux un certain nombre de questions qu'on inscrit dans la Constitution, parce qu'on pense que ces sujets sont des sujets majeurs et qui ne doivent pas pouvoir être remis en cause comme ça. D'ailleurs, c'est une grande fierté pour nous, les Insoumis, que ça soit à l'initiative de la France Insoumise, portée par Mathilde Panot, président du groupe parlementaire de la France Insoumise, que l'année dernière, la France ait introduit le droit à l'IVG dans la Constitution. C'est une grande victoire. Et donc, la c'est une revendication écologique. Et donc, il faut introduire ce qu'on appelle la règle verte dans la Constitution, c'est-à-dire l'idée que chaque année, on ne peut pas prélever davantage à la planète que ce qu'elle est capable de régénérer. Que c'est notre devoir. Vous savez, chaque année, il y a le jour du dépassement mondial. C'est la journée à laquelle on considère à l'échelle mondiale qu'on a épuisé toutes les ressources de la planète pour l'année. Au début, c'était en novembre, puis après, c'est remonté, maintenant, c'est au cœur de l'été, le jour du dépassement mondial. En vrai, on vit à crédit sur la planète la moitié de l'année. Le principe d'introduire la règle verte dans la Constitution, c'est de ramener le jour du dépassement mondial au 31 décembre de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on arrête de vivre à crédit sur la planète, de faire en sorte qu'on ait un mode de vie, un mode de fonctionnement économique qui soit compatible avec les limites planétaires. Voilà pourquoi la 6e République, elle est démocratique, elle est sociale, elle est écologique, elle est émancipatrice, elle est féministe, elle est antiraciste. Je ne vais pas parler de tous ces sujets-là en même temps. On les a évoqués les uns et les autres. Voilà pourquoi c'est une revendication centrale, une revendication que la France Insoumise a toujours mis au cœur de ses campagnes présidentielles. Une revendication qui a toujours été en quelque sorte le premier point du programme d'avenir en commun. Parce que, évidemment, on a beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce qu'il faudrait changer en matière de politique économique, sur qu'est-ce qu'il faudrait développer en matière de services publics. Évidemment, on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais on sait aujourd'hui que la fracture démocratique, l'absence de confiance du peuple vis-à-vis de sa représentation politique, le sentiment que, quelles que soient les alternances, finalement à la fin ça produit toujours le même résultat politique, le sentiment que les responsables politiques viennent dans les campagnes électorales pour faire des grandes promesses, mais qu'une fois qu'ils ont été élus, finalement ils ont oublié leurs grandes promesses et ils font exactement l'inverse. Ce sentiment-là, il existe aujourd'hui dans la société. Et donc vous ne pourrez pas avoir de changement profond si vous ne donnez pas des garanties que ce que vous proposez, ce n'est pas juste un changement de visage, que ce que vous proposez, ce n'est pas juste un changement de programme politique. Évidemment, c'est un changement de visage. Évidemment, c'est un changement de programme politique. Mais que ce que vous proposez, c'est aussi un changement de méthode politique.
qu'il ne s'agit pas juste de remplacer les uns par les autres, mais il s'agit de rendre le pouvoir à ceux qui l'exercent normalement dans une démocratie, parfois par l'intermédiaire de leurs représentants, parfois par des formes de démocratie directe, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire les citoyens. Et l'engagement que nous prenons devant les électrices et les électeurs, quelle que soit l'élection, Florian a donné des exemples, y compris locaux, c'est que vous n'allez pas seulement changer les objectifs politiques des majorités en place ou changer le visage de ceux qui sont en place, vous allez, en soutenant la France Insoumise et le programme L'avenir en commun, vous allez gagner pour vous de nouveaux droits. On ne va pas vous demander de venir juste voter dans l'élection et de rentrer à la maison en attendant 5 ans, en se disant que dans 5 ans tout va avoir changé. On va vous demander de devenir actrice, acteur de ce changement politique, de voter, d'avoir des référendums, d'avoir des pouvoirs d'interpellation, d'avoir des pouvoirs d'action, d'être associé à une politique de planification écologique. C'est ça qu'on a besoin pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle l'ont mis les libéraux et les alternances successives. Voilà pourquoi la 6ème République et la Constituante, la méthode de la Constituante sont aussi centrales dans le programme politique que l'on porte. Et voilà pourquoi la 6ème République, elle permet ensuite de s'adresser et de répondre à toutes les grandes questions qui sont posées devant nous. Et c'est la raison pour laquelle cette revendication de 6ème République, évidemment, elle sera au cœur des prochaines batailles électorales à laquelle la France Insoumise va participer. Je sais que quand je dis ça, peut-être certains se disent « Ah, c'est beau, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver ?» Je sais que certains peuvent se dire, et je le comprends, on a l'impression que de toute façon ça ne peut pas changer, que la politique ça ne va rien changer. Et je veux juste vous alerter sur une chose, et je vais aller vers ma conclusion, et que tout le monde prenne bien conscience de ça. Vous savez, à la fin il y a quand même un mystère auquel tout le monde devrait répondre. Comment ça se fait qu'il y a une politique qui profite à une minorité de la population, qui a été largement démontrée, et une politique qui met en colère une majorité de la population? Comment ça se fait que cette politique puisse rester en place? C'est quand même une grande question. Elle n'est pas nouvelle, c'est quand même une grande question. Ben, c'est possible parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils utilisent et ils disposent d'outils qui leur permettent de maintenir leur domination alors qu'ils sont minoritaires dans la population. La 5ème République en fait partie, la démonstration a été faite avant moi. Le monde médiatique en fait partie, en saturant le débat sur les thématiques qui cherchent à nous diviser, à nous fracturer, plutôt que sur les thématiques centrales sur lesquelles les pays, le peuple dans sa globalité pourraient se regrouper et se rassembler. Les sondages en font partie. Notre principal adversaire en vérité, évidemment, c'est le Rassemblement national, évidemment, c'est les macronistes, mais mettons ça de côté. Notre principal adversaire, c'est la résignation. Notre principal adversaire, c'est le sentiment que ça ne sert à rien. Notre principal adversaire, c'est le sentiment qu'on n'y arrivera jamais. Notre principal adversaire, c'est cette logique qui consiste ensuite à ce que des gens se disent, bah, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller voter parce que ça ne changera rien. C'est ça notre principal adversaire. Et vous pouvez compter sur les médias pour produire ce qu'il faut de ferments de division entre les uns et entre les autres, pour faire croire aux gens que s'ils sont dans la difficulté aujourd'hui, c'est pas à cause du grand patron qui s'en est mis plein la poche sur le dos des salariés, mais c'est à la cause de son voisin parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, la même religion ou la même origine. Ils savent le faire, c'est ce qu'ils font à longueur de journée. Et vous pourrez compter sur les sondages pour vous dire, vous n'y arriverez jamais. Ça a commencé, ça va continuer. Regardez, c'est simple. On a fait la campagne présidentielle de 2022. Au début de la campagne, Jean-Luc Mélenchon 8%, Marine Le Pen 30%. Chiffres vérifiables, ils sont sur Wikipédia. Ils reçoivent tous les sondages. Le soir de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon 22%, Marine Le Pen 23%. Petit calcul rapide. Il y avait 22 points d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen au début de la campagne présidentielle de 2022, c'est-à-dire à 18 mois du vote. Il y avait un point d'écart le jour de l'élection. Mais pendant des mois et des mois, ils ont pu dire, ils n'y arriveront jamais, ça ne marchera pas, c'est trop dur, la marche est trop haute. Et même le vendredi, à 2 jours de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon 17%, Marine Le Pen 23%. Ah, c'est pas mal, Mélenchon il a bien progressé, mais 17 à 23, il n'y arrivera jamais. Restez à la maison, ne vous enflammez pas, c'est perdu, le deuxième tour, ça sera celui-là.
Et à la fin, ça fait 22-23. Alors quand je vois qu'il y a des sondages qui nous sont à 13%, à 2 ans une élection présidentielle, perso, je me dis que c'est pas mal. Je me dis que ça en est pas. Finalement, si on continue à faire notre travail patient, à convaincre sur le programme, à rassembler, à avancer, à ne pas se laisser intoxiquer, manipuler, démoraliser par ce qu'on va entendre à la télévision. Si on continue à faire de la politique sérieusement, prenons les préoccupations des gens, en étant en contact, les difficultés, en proposant des solutions pour le faire. Le pays n'est pas acquis, ni à la poursuite et à la continuité du macronisme, ni à la victoire de l'extrême droite. Aux dernières élections législatives, 27 sondages sur 27 ont dit que le Rassemblement national allait gagner. 27 sondages, tous les sondages qui ont été faits, disaient que le Rassemblement national allait avoir plus de sièges que le nouveau Front populaire. Les gens commençaient à dire Bardella, Premier ministre, etc. Vous l'avez tous entendu comme moi, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont peur, à juste titre. Et puis, le soir de l'élection, c'est le nouveau Front populaire qui a eu plus de sièges que le Rassemblement national. Si on avait écouté les sondages, on avait perdu par avance. Donc je veux juste vous dire, ne vous laissez pas démoraliser par ce climat. Les batailles qu'on mène, les idées qu'on défend, le programme qu'on porte, c'est un programme juste, c'est un programme qui répond aux besoins de la population. Et c'est un programme qui peut rassembler autour de ces revendications une majorité du peuple français. Et c'est le travail qu'on va mener à toutes les prochaines échéances électorales, que ce soit des législatives, des municipales ou des présidentielles. Et on a besoin de vous pour venir participer à ce travail, pour venir aider à ce travail, pour venir convaincre autour de vous. Sur notre appui, sur notre soutien, sur notre détermination. Tout à l'heure, il y a des gens qui me disaient « Ah bravo, c'est dur ». C'est pas pour nous que c'est le plus difficile. Hein? Vous savez, quand c'est dur, parce que bon, c'est vrai, on se fait insulter, on se fait caricaturer, on a des gardes à vue, des interviews médiatiques, je pense que tout le monde l'a vu, mais c'est pas grave ça. Ce qui est important, c'est de penser à la condition de vie de millions de Françaises et de Français qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Et quand on est confronté à cette adversité, finalement, comme disait Cyrano de Bergerac, on ne résiste pas à l'honneur d'être une cible. Si on est une cible, c'est sans doute parce qu'on doit déranger des intérêts bien installés. Pourquoi consacrer autant d'énergie à essayer de dénigrer un mouvement politique s'il ne sert à rien ou s'il n'a aucune possibilité de gagner les élections et de transformer le pays? Je ne comprends pas. Normalement, les capitalistes sont des gens intelligents. Ils réfléchissent à leurs investissements. S'ils investissent dans cet endroit, c'est qu'ils doivent se dire que ça doit servir à quelque chose. Bref, voilà, vous ne laissez pas démoraliser, vous ne laissez pas manipuler, vous ne laissez pas intoxiquer. Prenez toute la détermination qui est nécessaire. Moi, j'ai été très impressionné, je le redis, de la détermination des habitantes et des habitants qui se battent pour la sauvegarde de leur école parce qu'ils n'ont pas peur, ils le font jusqu'au bout. Et vous savez, pour conclure nos réunions publiques, on essaie généralement de donner la parole à quelqu'un. Et on s'est posé la question, mais alors à qui on va pouvoir donner la parole pour conclure? Et j'ai entendu quelque chose qui m'a fait vraiment très mal aux oreilles la semaine dernière, parce que j'ai entendu le Rassemblement national, après la condamnation de Marine Le Pen et de ses amis, j'ai entendu se comparer à Martin Luther King. Alors je me suis dit quand même, quand on sait que Martin Luther King se battait pour l'égalité, pour les droits civiques, contre le racisme, voire un parti dont plusieurs de ses dirigeants ont été condamnés à multiples reprises pour incitation à la haine raciale et antisémitisme, voir ces gens-là essayer de se comparer à Martin Luther King, j'ai trouvé ça particulièrement détestable. Alors je me suis dit, et si on me donnait la parole pour terminer ce meeting à Martin Luther King? Et Martin Luther King, dans un sermon discours du 30 avril 1967, disait la chose suivante. Maintenant, bien entendu, une des difficultés à parler aujourd'hui provient du fait qu'il y a des gens qui cherchent à assimiler le désaccord à la déloyauté. C'est un jour sombre pour notre nation lorsque les plus hautes autorités cherchent à utiliser n'importe quel moyen pour réduire l'opposition au silence.
Il faut dire la vérité, et je dis que ceux qui cherchent à faire passer tous les opposants à la guerre du Vietnam pour des fous, des traîtres ou des ennemis de nos soldats sont des gens qui luttent contre ce que notre tradition a de meilleur. Il existe un rapport évident et presque simpliste entre la guerre et la lutte que je mène avec d'autres en Amérique. Il y a quelques années, nous avons vécu un moment remarquable dans cette lutte. Il semblait y avoir un réel espoir pour les pauvres, les blancs comme les noirs, grâce au programme contre la pauvreté. Il y a des expériences, des espoirs de nouveaux départs. Puis on a intensifié la guerre et j'ai vu qu'on interrompait le programme comme si c'était quelques jouets politiques inutiles d'une société devenue folle de guerre. Et j'ai su que l'Amérique n'investirait jamais les fonds ou les énergies nécessaires à la réhabilitation tant que des aventures comme le Vietnam aspireraient des hommes, des talents et de l'argent comme une ventouse destructrice. Aussi, j'ai été de plus en plus obligé de considérer la guerre comme un ennemi des pauvres et de m'y opposer pour cette raison. Alors, si j'ai voulu donner la parole à Martin Luther King à la fin de cette réunion publique, c'est parce que je crois que ces mots résonnent assez bien aujourd'hui où certains cherchent à utiliser la guerre comme un prétexte pour nous imposer encore des sacrifices politiques encore davantage que les années précédentes. Alors, je vous dis merci d'avoir été présents ce soir et rendez-vous le 1er mai